Donc, comment faire avec ce dossier numéro 3, qui est un dossier d'un enfant de 4 ans. C'est un dossier d'enfant de 4 ans qui a manifestement une dyspnée fébrile. Cette dyspnée fébrile est à l'origine d'une suspicion diagnostique, mais quand on a tout plus dyspnée fébrile chez un enfant, chez un grand enfant, si on a tout plus dyspnée fébrile, surtout si c'est avec des sibilants chez le nourrisson, vous savez que c'est la bronchiolite qu'il faut évoquer. Si on a tout plus dyspnée fébrile chez un grand enfant, et surtout si on ne vous parle pas de sibilant, c'est éventuellement un dossier de pneumopathie qui vous est proposé. Donc avec la suspicion clinique, on vous demande les examens complémentaires qu'on demande. On voit que c'est un cadre inflammatoire, on vous demande de traiter. Et puis ensuite, on vous dit qu'il y a une aggravation de la symptomatologie alors que vous avez débuté le traitement. Donc là, vous dites, il y a une complication de traitement. Et puis quand on voit la radio, on se dit, effectivement, il y a une complication de traitement avec une partie du poumon qui est un petit peu blanc. Et ça, c'est sûr que si vous avez un dossier sur une pneumopathie, il va y avoir une complication avec une pleuropneumopathie, à n'en pas douter. Puis on vous demande donc la prise en charge initiale. Et puis, devant la résistance de ce traitement, on ne comprend pas pourquoi. On vous demande donc pourquoi il y a eu cette complication, quelles sont les hypothèses contributives au diagnostic, et donc la nouvelle attitude thérapeutique devant cette complication qui est la pleuropneumopathie. Après, toujours la petite question qu'on aime sur le carnet de santé. On en a déjà parlé, mais on va le refaire. C'est toujours bon. Donc la suspicion de diagnostic clinique, on l'a vu, fièvre plus toux sèche plus polypnée égale pneumopathie. Les amis en rouge, on peut aussi faire en vert. Voilà, sur le tableau blanc, ça fera effectivement le bonheur de nos collègues italiens assortis à leur drapeau. Toux sèche plus fièvre plus polypnée égale pneumopathie. Et puis on vous dit que la NFS et la CRP sont élevées. Est-ce qu'il y a d'autres examens complémentaires? Quel est l'élément qui peut nous permettre et nous permet uniquement d'affirmer le diagnostic de pneumopathie? C'est évidemment la radiographie de thorax de face qui ici doit être demandée. La bandelette urinaire évidemment devant quelque chose qui est de l'ordre de l'infection, mais c'est surtout donc la radio de thorax. Or, on vous dit que la radio de thorax est normale, le bilan est normal. Est-ce qu'on peut avoir une vraie pneumonie avec une radio de thorax normale au début? Bien, la réponse est oui. Il peut y avoir parfois un décalage entre les signes radiographiques et les signes cliniques. Et donc, c'est important de savoir qu'on prend en charge une pneumopathie, même si on n'en a pas la certitude diagnostique initiale. Mais évidemment, il faudra qu'on refasse cette radio pour voir le foyer pulmonaire de manière complètement évidente cette fois-ci et complètement inéluctable. Les résultats des examens, donc radiographie de thorax normale, bon, ok, l'hypothèse diagnostique demeure et on a des signes qui sont radiographiques différés, parfois auscultatoires aussi. C'est vraiment la symptomatologie clinique qui prévaut. Donc l'attitude thérapeutique, elle va être en l'absence de signes de gravité, et ici on n'a pas de signes de gravité, un traitement qui va être fait en ambulatoire, et ce traitement en ambulatoire va associer à la fois une antibiothérapie et évidemment des antipyrétiques. L'antibiothérapie de la pneumonie chez l'enfant de plus de 3 ans qui a une dyspnée fébrile marquée, c'est l'amoxicilline. L'amoxicilline, 80 à 100 mg kilo-jour. Elle est donnée, et puis on vous dit ça se complique quand même. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire devant cette complication de la pneumonie? Évidemment, un nouveau cliché thoracique, parce qu'il y a une toux fébrile persistante, et le premier cliché a été normal.
Et puis, pour l'instant, étant donné que c'est 24 heures plus tard, l'antibiothérapie, évidemment, ça doit être à l'idem. Et on attend de voir un petit peu ce qui se passe. Et puis, quand on voit ça 4 jours plus tard, alors là, on fait moins le fier, on se dit, bon, il y a une complication avec une pleuropneumopathie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Là, c'est plus du tout la même chose. Pneumonie aiguë, sans signe de gravité, c'est traitement ambulatoire par antibiotique. Pleuropneumopathie, c'est hospitalisation systématique. Et effectivement, quels sont les critères de l'hospitalisation chez un enfant qui a une pneumonie ? C'est l'âge, plus de 6 mois. Je vous rappelle que la bronchiolite, c'était 6 semaines. La bronchiolite, 6 semaines. La pneumonie, 6 mois. Et puis, c'est la tolérance respiratoire, la tolérance digestive, une aggravation rapide de la maladie, un milieu socio-économique un petit peu précaire. Et puis, il y a quelque chose d'important, c'est les signes radiologiques de gravité. Au début, il n'y avait pas de signes du tout. Puis après, directement, on est arrivé à un foyer qui s'est compliqué. Et on sait qu'il y a 3 facteurs qui imposent une hospitalisation quand on analyse de manière rigoureuse la radio. C'est un épanchement pleural, pleuropneumopathie égale hospitalisation. 2, c'est plus de 2 lobes infectés lors d'une pneumonie. Et enfin, quand on voit un abcès pulmonaire, ces 3 éléments nous guident quant à une hospitalisation. C'est bien écrit dans la conférence de consensus AFSAPS qui avait eu lieu en 2005, révisée 2011, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait comme examen ? Là, on est devant une pleuropneumopathie, il faut faire l'hémoculture. On ne va pas faire une ponction transtrachéale, un lavage broncho-alvéolaire. On n'est pas du tout dans cette ambiance réanimatoire, mais on est dans une ambiance quand même, on est curieux de savoir quel est le germe responsable. Et donc là, il faut faire hémoculture et ponction pleurale, c'est les 2 piliers de cette prise en charge. Et puis évidemment, on va regarder la NFS, la CRP. Et puis, on va aviser, on va dire, étiologique, voir s'il n'y a pas un germe qui pourrait être à l'origine. Et pourquoi pas une sérologie mycoplasme, une sérologie virale. L'échographie, est-ce qu'elle a une place ? Oui, parce que parfois ça guide la ponction. Et quand on est devant des épanchements pleuraux avec ici, comme vous voyez ici, des logettes, alors si on met l'aiguille et qu'on la plante et qu'on la met juste là, on est sur une logette et là, on va prendre une ponction blanche. Autrement dit, l'écho permet de guider, une sorte de radioguidage, une sorte de GPS, si vous voulez, du clinicien qui va mettre son aiguille pour essayer de prélever du jus. Alors, on ne fait pas évidemment un scanner devant une pleuropneumopathie, on fait plutôt une échographie pour guider, mais ça c'est juste à visée pédagogique pour vous montrer comment ça se passe. Ici, vous voyez le foyer de pneumopathie, puis là, vous voyez la pleuropneumopathie. Et ça vous montre bien que la pneumopathie s'assoit, entre guillemets, sur l'épanchement pleural. Alors les examens ne sont pas contributifs, c'est-à-dire vous avez fait la ponction pleurale, vous avez fait l'hémoculture, vous avez fait les sérologies, et pour l'instant, vous ne trouvez rien. C'est quoi les hypothèses par rapport à cela ? Soit on est devant une mauvaise compliance, toujours mauvaise compliance ou mauvaise adhérence au traitement, soit on est devant un pneumocoque qui est résistant à l'amoxicilline 100 mg/kg. Ça, s'il est bien vacciné, c'est quand même très rare. Soit on est dans le cas d'une co-infection, un virus, une bactérie ou plusieurs bactéries, on ne sait pas. Soit on est devant un germe qui ne répond pas à l'amoxicilline de manière classique, que ce soit le mycoplasme ou le staphylocoque. Donc on a besoin d'upgrader l'antibiothérapie, de donner quelque chose de plus fort. La pleuropneumopathie virale, que ce soit l'EBV par exemple ou autre, est tout à fait possible. C'est pour ça qu'on a demandé des sérologies virales. Donc l'attitude thérapeutique dans ce cadre-là, c'est de mettre non seulement une céphalosporine de 3e génération comme antibiotique type pénicilline, mais d'associer à la fois la vancomycine pour voir s'il y a du staph et des macrolides pour voir si éventuellement on a du mycoplasme. Et à ce moment-là, on est devant une trithérapie un peu lourde, certes, mais la pleuropneumopathie, ça peut altérer. Puis si jamais le jus reste en place, il peut y avoir véritablement des séquelles ultérieures. Et c'est pour ça que dans les critères de suivi, on voit non seulement s'il y a bien une diminution de la température, mais on n'oublie jamais de faire une radiographie
de thorax de contrôle pour être sûr qu'il y ait juste un petit, on va dire, une petite séquelle, et uniquement une petite séquelle. Ici, vous voyez la double ligne qui correspond aux séquelles d'une pleuropneumopathie qui était extrêmement importante antérieurement. Puis alors, le calendrier vaccinal, vous vous rappelez, hein, l'enfant 4 ans, donc il a eu toutes ses vaccinations. C'est-à-dire il a eu les 7 vaccinations à 2 et 4 mois. Je vous rappelle, hein, c'est quoi? C'est diphtérie, tétanos, polio, hémophilus influenzae type B, coqueluche, hépatite virale et pneumocoque. À 3 mois, on enlève hépatite et pneumocoque, ça fait plus que 5 vaccins. Puis ensuite, entre 9 et 12 mois, on fait le rougeole, oreillon, rubéole. On fait une injection de rappel, une deuxième dose, parce que ce n'est pas une injection de rappel justement, dans la deuxième année. On fait par contre une injection de rappel pour le pneumocoque, donc Prevnar 13, vers 1 an. Et puis on fait, vers l'âge de 12-15 mois, un rappel de l'injection qu'on avait fait à 2 et 4 mois, c'est-à-dire on fait à nouveau un hexavalent sans le Prevnar, puisque celui-ci, on l'a fait à l'âge de 1 an. Donc, il faut protéger ces bébés pour qu'ils soient dans une fleur et coucounés au possible. Dans les infections respiratoires basses, on avait fait lors de la première conférence les bronchiolites, et donc c'était important de voir les pneumonies, en sachant que les bronchites et les trachéobronchites, c'est vraiment des pathologies de l'adulte chez le BPCO, ce n'est pas des pathologies qui vont tomber à l'ECN en pédiatrie. Donc les agents infectieux qui sont responsables des pneumonies, c'est virus, pneumocoque, mycoplasme, mais c'est surtout le pneumocoque qui est à craindre par sa gravité, avec des éléments cliniques d'orientation, je rappelle, polypnée, tout plus des anomalies auscultatoires, un seul diagnostic, le cliché thoracique, avec parfois un cliché thoracique décalé par rapport aux signes cliniques et par rapport même à la symptomatologie. Si vous avez ça chez l'adulte, vous dites lâcher de ballon, métastase pulmonaire. Là, au contraire, en pédiatrie, on peut avoir une pneumonie ronde, une image ronde, sans que ce soit du tout le cancer du poumon. Le jour de l'ECN, ça n'existe pas chez l'enfant. Dieu soit loué, si on peut dire. Donc, vous voyez ici une pneumonie ronde. Parfois, on a des pleuropneumopathies, comme ici, vous voyez un foyer qui s'évase avec un cul-de-sac qui est plus bien visible. Ici, vous avez plutôt une pneumopathie, vous voyez, avec ces sortes de cheveux là, donc tracés illifuges. C'est ce qu'on appelle une pneumopathie atypique. Ici, on a envie de rechercher un mycoplasme. Donc, deux types, la pneumopathie franche lobaire aiguë et puis la pneumopathie atypique à mycoplasme. Il faut évidemment demander une hémoculture parce que c'est la seule manière d'avoir le germe, puisqu'on ne va pas aller chercher le germe à l'intérieur du poumon, pour arriver à savoir quel type d'antibiotique on est en mesure de mettre. Maintenant, d'un point de vue très schématique, ce qu'on craint, c'est le pneumocoque, surtout avant 3 ans, et on va mettre de l'amoxicilline. Alors que chez l'enfant plus vieux, 3 à 5 ans, surtout s'il y a des signes insidieux, s'il y a des signes digestifs, cutanés, on va évoquer plutôt le mycoplasme, et là on pourra donner le macrolide qui n'a pas la même pertinence bactériologique que l'amoxicilline sur le pneumocoque. On ne fait pas de biantibiothérapie d'emblée, on donne, si on redoute un pneumocoque, de l'amoxicilline, et puis après on fait une évaluation. Et voilà ce qui est proposé. Après avoir donné de l'amoxicilline, s'il y a une persistance de la fièvre, il faut refaire une radio comme c'est ici notre cas clinique pour voir s'il n'y a pas une pleuropneumopathie qui nécessite une hospitalisation avec une prise en charge spécifique et avec une, cette fois-ci, trithérapie, etc. Soit, si jamais il n'y a pas de lésion et qu'on est devant une pneumonie qui résiste à l'amoxicilline, un switch pour le macrolide en redoutant une
infection à mycoplasme pneumoniae. Et avec cela, nous pourrons à la fois avoir les choses bien en main et dormir comme si on nous faisait un beau cadeau. Je vous remercie pour ce 3e cas clinique.